Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Frédéric. Bonjour Frédéric, comment ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va très bien, merci. On va parler de trucs un peu techniques aujourd'hui avec un bon gros Rex, mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Ouais, alors moi je m'appelle Frédéric Bouvet, je fais du développement Java depuis à peu près 13 ans. Je suis passé par des boîtes assez sympas comme Viadeo par exemple. À l'époque c'était un concurrent de LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Alors c'est un peu dommage que ça n'ait pas eu le même succès que LinkedIn, mais en tout cas techniquement c'était vraiment super intéressant. C'est un peu là-bas que j'ai fait mes armes, j'ai rencontré des mecs super techniques, super bons. Et à l'époque j'étais vraiment un bébé développeur, donc c'était hyper cool pour moi. Je suis passé par Appen aussi, une boîte de dating, une appli de rencontre. Du coup, au-delà de l'aspect un peu marrant de l'appli de rencontre, ce qui était intéressant techniquement, c'est que on était dans un environnement microservice vraiment à forte charge. Il y avait des services qui bourrinaient vraiment avec une plateforme qui était utilisée Worldline. Donc c'était super intéressant aussi, très bonne équipe technique, très bon état d'esprit. Et aujourd'hui, je suis chez Slimpay en tant que Head of Innovation et Software Development. Slimpay, c'est un établissement de paiement qui est spécialisé dans le paiement récurrent. On a rejoint récemment le groupe Trustly, donc qui fait plutôt du paiement push, du paiement unitaire. Donc je pense que les deux produits vont être assez complémentaires. Donc voilà, ce que je fais actuellement chez Slimpay, c'est que je m'occupe d'une petite équipe de développeurs chargée de faire une migration d'un monolithe vers une architecture microservice. Donc c'est pas forcément de tout repos, il y a eu pas mal de galères, je vais essayer de te raconter tout ça. Je sens que ça va être super intéressant, puisque les migrations, on en voit passer, des fois on veut les faire, des fois on refuse de les faire, il y en a plein. En général, la première question qui se pose sur une migration, c'est pourquoi faire une migration si c'était pas bien avant ? C'est quoi le besoin ? Ouais. Alors il y a différents avantages d'avoir une archi microservice par rapport à un monolithe. On peut citer par exemple la résilience, la tolérance à la panne. Quand t'as une constellation de petits services, s'il y en a un qui tombe, t'as quand même un service qui continue de tourner partiellement. Alors que quand t'as un monolithe, s'il tombe, il y a plus rien qui marche. Il y a des avantages en termes de maintenance, de flexibilité du code et de delivery. C'est vachement plus facile de faire évoluer et de maintenir des petites briques et de faire des mini mises en prod plutôt que d'avoir un gros bousin où tu vas faire une non-règle pendant 3 jours et tu vas faire des releases tous les mois ou toutes les 2 semaines. Donc après là je parle surtout des monolithes un peu moches, hein, parce il peut y avoir des monolithes modulaires propres, mais bon, je sais que ça existe, mais j'en ai jamais vu. Voilà. Et donc il y a aussi des aspects sécurité au niveau des microservices, parce que comme tu as plein de petits services différents, tu peux vraiment customiser au niveau de l'infrastructure qu'est-ce qui a accès à quoi, comment, machin. Donc mais ça en général tous ces avantages-là, c'est pas ça qui va être vraiment représentatif pour pousser une migration, parce que un comité de direction, juste tant que ça marche, en fait, ils vont dire ça marche, donc c'est cool. Donc ils vont un peu les laisser comme ça. Pour Slimpay, ce qui a été vraiment déterminant, c'était pour moi la raison principale, c'est la scalabilité en fait. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir adapter l'architecture à la charge. Et effectivement, ça sur un produit full monolith, c'est pas quelque chose qui est simple à faire. Ouais. Du coup, comment ça s'est passé cette migration ? Comment t'as commencé ? Enfin, comment vous avez commencé ? Je sais pas, en termes d'orga à l'origine. Ouais, comment on met en place ce type de migration ? Parce que je pense que c'est pas rien. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont essayé de le faire. C'est pas rien à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue organisationnel. Moi, quand je suis arrivé, il y a eu pas mal de réflexions qui avaient été faites chez Slimpay sur l'état actuel de l'architecture et sur vers quoi ils voulaient aller.
ils avaient quand même une bonne idée de vers quoi ils voulaient aller, mais ils savaient pas comment. Et surtout, il y avait quasiment pas de ressources, il y avait qu'une personne qui réfléchissait à ça. Donc il y avait pas d'équipe. Je suis arrivé, donc j'ai commencé à travailler avec cette personne. On était un petit binôme, et ce binôme deviendra une équipe plus tard. Mais au début, on a vraiment commencé à deux. Et du coup, en fait, l'état du monolithe était tel que on s'est demandé comment on allait migrer, parce que c'était ça qui manquait en fait, c'était le plan de migration. Donc l'idée de base c'était qu'on allait découper en fait les différents services, les différents domaines fonctionnels. En fait le monolithe c'est du CRUD, c'est du spaghetti, c'est un peu le pire cas possible, parce que si on avait eu un monolithe modulaire déjà tout bien découpé, tout propre, ça aurait été vachement plus facile, mais là c'était pas le cas. Donc en fait, déjà on a fait une espèce de travail de reverse DDD. Donc DDD ça veut dire Domain Driven Design. Ça consiste à concevoir un applicatif en fonction de ses interactions métiers. Donc je vais pas en parler des heures parce que c'est un gros sujet, le DDD. Et puis j'ai d'autres épisodes qui en parlent bien aussi. Je vais auto-promo. Ouais, t'es pas obligé de rentrer dans le détail là-dessus. Encore que le reverse DDD, il y aura voilà, des nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le monolithe et on s'est dit, alors, si on avait dû le faire en DDD, quels auraient été nos domaines? Et on a commencé à identifier différents domaines fonctionnels qui sont fournis par le monolithe, mais qui sont de manière un peu cachée, parce que le monolithe c'est juste une grosse brique. Et donc ça nous donnait un petit peu une cartographie du monolithe de qu'est-ce qu'on avait à peu près, à quel endroit, voilà, ça appartient à ce domaine-là, voilà, et essayer de déterminer les différentes frontières des domaines au sein du monolithe. Mais à ce stade, c'est encore un truc en spaghetti, hein. Donc c'est vraiment la overview en regardant de loin, quoi. Donc voilà, c'était vraiment la difficulté, c'est de savoir où je découpe, où sont mes domaines. Alors petite question qui me vient comme ça, c'est cette découpe-là, vous l'avez fait seulement à partir des profils tech, ou vous avez eu des gens du métier, un PO qui ont pu vous aider à retracer un peu les contours de vos domaines? Alors la personne qui avait commencé à bien analyser tout ça, c'était un profil tech, mais qui était depuis quasiment le début, donc qui avait comme une bonne connaissance métier, même plus que certains PO, parce que on s'est aperçu après que certains domaines, il y avait de la connaissance qui avait été perdue, parce que le truc était mal testé, mal documenté, et en fait certains trucs, les PO eux-mêmes savaient même pas comment ça marchait. Donc là en fait j'avais de la chance d'avoir un profil en fait qui était dans la boîte depuis super longtemps, donc qui avait un peu le doyen, il avait un peu la connaissance de l'existant, quoi. Et ça nous a servi aussi pas mal de fois, puisque quand on a fait, je vais en parler tout à l'heure, mais quand on a commencé à faire du refactoring en fait, il fallait déjà comprendre qu'est-ce qui était censé faire le code. Et là, quand t'as pas assez de tests et quand t'as pas de PO pour t'appuyer et que le code veut rien dire, c'est pas forcément évident. Je pense que la plupart des devs qui ont bossé sur du Legacy ont connu ce truc-là, genre ça fait quoi ce bout de code, c'est censé faire quoi, est-ce que c'est vraiment un bug, c'est une feature, et personne sait, et c'est hyper flippant. Dans des situations comme ça, toi vous êtes parti sur l'idée de faire une migration technique, de réécrire des choses. Souvent il y a plein de devs qui disent non vas-y, moi je fais pas, je touche plus ce truc là, on crame tout, on recommence et on reprend from scratch. Ça aurait pas été plus simple. Souvent les devs aiment bien les refontes parce que tous les devs sont persuadés qu'ils vont faire mieux que leurs prédécesseurs. C'est pas toujours vrai, mais est-ce que ça aurait pas été plus simple dans votre cas de tout refaire de zéro, et pourquoi vous l'avez pas fait du coup? Ah oui, alors c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus simple de tout refaire de zéro. Il y a des inconvénients à ce truc-là.
C'est que, alors déjà, c'est quand même des chantiers sur du long terme. Donc, si vous construisez entièrement une nouvelle plateforme V2 de zéro, ça veut dire mettre toutes les ressources dessus. Donc, vous allez arrêter toutes les nouvelles fonctionnalités sur la V1 pendant plusieurs mois, voire années, en fonction de la charge du truc et du nombre de personnes. Une fois que vous avez une V2 qui fonctionne, il faut arriver à migrer tout d'un coup, toutes les données d'un coup, et redémarrer sur la V2 après avoir fait un downtime. Donc déjà, c'est hyper risqué, parce que ça fait un gros Big Bang d'un seul coup. Et puis personne va jamais accepter d'interrompre sa roadmap produit pendant un an, quoi. Ça, c'est clair. Ça, on peut en parler. Enfin, c'est vrai que techniquement, le fait d'attaquer directement sur du neuf et de se dire on s'en fout du legacy et on le dégagera, ça serait hyper satisfaisant en fait, mais dans la vraie vie, ça marche jamais comme ça. Et il y a aussi la possibilité de faire une V2 à côté de la V1, une V1 qui continuerait d'évoluer. Si tu mets par exemple la moitié des ressources sur la V2, la moitié sur la V1. Ça marchera pas parce que la V2 forcément elle est en retard par rapport à la V1 vu que la V1 elle continue d'évoluer. Ouais, et d'expérience, ça met des tensions dans les équipes, ça. Entre ceux qui ont la V2, qui ont la nouvelle techno vachement bien, mais qui courent après les autres, et les autres qui sont jaloux. Alors, moi j'ai vu ça, et ça se passe pas bien dans les équipes. Alors déjà, tu peux avoir des tensions comme ça, mais aussi, la V2, elle est toujours en retard, donc tu finis par jamais migrer parce que parce qu'il manque un truc. Courir derrière la V1. Et voilà. Tout à fait. Un espèce de truc qui se fait jamais. Donc en fait, moi, ce que j'ai, c'est ça qui manquait chez Snippet quand je suis arrivé, c'était qu'il n'y avait pas de plan de migration. Ils savaient vers où aller, mais ils savaient pas comment y aller. Donc moi, j'ai proposé un plan de migration un petit peu en shadow, c'est-à-dire sans toucher à la roadmap produit. Les gens pouvaient continuer à sortir des nouvelles fonctionnalités sur la V1. Et on allait migrer de manière progressive en fait. Alors ça s'appelle un étranglement de monolithe. Donc le principe c'est, alors tout à l'heure je te parlais de comment on découpe le monolithe, c'est-à-dire qu'on va isoler une partie, on va isoler un domaine fonctionnel, on va le sortir du monolithe. Donc le monolithe va réduire progressivement à chaque fois qu'on aura sorti les trucs. Donc voilà, l'idée c'est de faire des espèces d'applicatifs qui correspondent à des domaines fonctionnels et de les sortir vraiment un par un de manière à réduire progressivement le monolithe. Et ça va pas du tout impacter la roadmap produit parce que si t'as une nouvelle fonctionnalité qui sort, si elle est sur la V1, ils la font sur la V1. Si t'es en phase où t'as certains services qui ont été migrés déjà en V2, donc dans des microservices, ils vont faire la nouvelle fonctionnalité sur la V2 directement. Voilà, t'as une espèce de mode hybride entre la V1 et la V2. Alors si je voulais détailler un peu le process de migration d'un domaine, donc déjà en fait il faut identifier le domaine à sortir. Alors c'est pas trivial, parce que je t'en parlais tout à l'heure du reverse DDD. Donc quand t'as un truc en spaghetti qui fait que du CRUD, voilà, il faut identifier le domaine. Alors nous, on était parti sur un domaine assez simple pour le premier domaine. On s'est mangé tous les murs, évidemment, parce qu'il y a plein de questions qui ont été soulevées. Avec le recul, je me dis que, vu le temps que ça a pris, je me dis que ça aurait peut-être été mieux de partir directement sur le plus prioritaire en termes de scalabilité. Mais en tout cas, voilà, la première phase, c'est identifier vraiment un des domaines à sortir. Après, l'ordre des domaines, c'est un autre problème. Donc en fait, une fois qu'on a le domaine qu'on veut sortir, il va falloir faire beaucoup de refactoring sur la V1 pour isoler ce domaine en boîte noire. C'est-à-dire qu'on va casser un peu tout le code spaghetti, on va casser les jointures dans les tables, parce qu'on va considérer que certaines tables font partie du domaine et d'autres non. Et donc quand il y a, par exemple, si vous avez des requêtes avec des jointures, il va falloir séparer les trucs et faire ça en deux jointures. Donc il y a une isolation au niveau de l'applicatif, mais aussi au niveau de la base de données.
Enfin, au niveau des requêtes SQL en tout cas. Au niveau de la base de données, ça se voit pas trop, sauf s'il y a des foreign keys entre les domaines. Là, il va faire sauter les foreign keys. Alors parfois c'est faisable facilement parce que on peut le faire en deux requêtes. On fait une requête qui récupère les ID et on fait un in après dans l'autre. Parfois c'est plus compliqué si on fait une recherche par une donnée de référence qui appartient à l'autre domaine. Du coup, il faut par exemple dupliquer la donnée de référence dans l'autre table et avoir des mécanismes de mise à jour quand vous allez modifier le truc. Donc voilà, c'est très très, enfin pour moi c'est la phase la plus compliquée, faire du refactoring sur la V1, sachant que voilà, c'était un truc vraiment spaghetti, mal testé, mal compris, parce que le fonctionnel, ce que je disais tout à l'heure, le fonctionnel était mal maîtrisé. Alors là, après, nous, on va repartir sur un autre domaine où le fonctionnel est beaucoup mieux maîtrisé, donc on va pouvoir mieux s'appuyer sur les PO et faire des tests très pertinents. Mais là, sur le premier, on était en total reverse engineering du code, quoi. Et donc c'était assez painful. D'ailleurs, pendant ta phase de refacto, tu dis que c'était mal testé. Comment tu t'assures que t'as rien pété si justement ta couverture test te permet pas d'être serein là-dessus? Alors quand on réécrivait certaines parties, du coup on retestait, on réécrivait des tests, mais par rapport à ce qu'on avait compris du fonctionnement. Ouais. Donc voilà, c'est toujours soumis à interprétation. Ok, ouais, vous acceptez. À ce moment-là, je pense qu'il faut accepter une part de risque. T'essaies de la minimiser au maximum, mais t'as pas de certitude, quoi. Et donc là, je parle des tests vraiment au niveau du code. Il y avait quand même une grosse phase de QA derrière où ils faisaient des non-règles, des choses comme ça. Ok. Donc là, j'étais sur la phase de refactoring. Une fois qu'on a vraiment isolé en boîte noire le domaine, en fait, on lui colle une interface au-dessus pour que tout ce qui est hors dans le monolithe, en fait, pour accéder à ce domaine, ça va passer par cette interface. Pourquoi on fait ça? Parce que comme ça, on va récupérer la même interface et on va implémenter dans un microservice en V2, donc voilà, qui va implémenter cette même interface. Et on va même réutiliser cette interface-là pour avoir un mécanisme de switch. C'est-à-dire que après, pour faire la phase suivante, en fait, une fois qu'on a un microservice et qu'on a le domaine en boîte noire dans le monolithe, et ben ça va être de faire une synchronisation de la donnée. Alors en fait, le mécanisme qu'on met au-dessus, on va se baser sur 4 booléens, write V1, write V2, read V1, read V2. Donc pour pouvoir faire de la double écriture, en fait on démarre write V1, read V1 en normal, donc j'arrive, je suis dans mon legacy. Là je vais activer le write V2, donc je suis toujours dans mon legacy, je lis toujours mes données en V1, mais toutes mes nouvelles écritures, je vais aussi les faire en V2. Donc à ce moment-là, ce qu'on va activer aussi, c'est un scan. Donc on a un 5e flag en fait qui permet de déclencher un process de migration. Donc là, on va aller lire toutes les données historiques et on va envoyer des commandes de migration à la V2 pour pouvoir rattraper tout l'historique, pendant qu'on fait de la double écriture en même temps sur les nouveaux. Donc au bout d'un certain temps, on est synchronisé. Donc après, on peut activer la double lecture, c'est-à-dire que donc, les données en V1 et en V2 sont censées être ISO. Donc pour toutes les lectures, après je vais lire en V1, je vais lire en V2 et je vais comparer les résultats. Et sur le flux de prod classique. Et s'il y a une différence, je vais envoyer le résultat V1 et je vais envoyer un log d'erreur. Voilà. Donc ça permet de s'assurer quand même que les deux plateformes sont ISO. Et après, une fois qu'on a ça qui tourne depuis un certain temps et qu'on voit qu'on n'a pas de problème, on peut éteindre la lecture V1. Et ensuite, on éteint l'écriture V1. Et donc là, on a migré le domaine. Une fois qu'on a fini de migrer le domaine, donc la phase finale, ça va être du nettoyage dans le code de la V1, c'est-à-dire tout ce qu'on avait isolé en boîte noire dans le monolithe,
On va le supprimer parce que c'est du code mort qui est plus appelé. Et il y a aussi les tables qui étaient dans ce domaine qui vont être droppées parce qu'elles sont plus utilisées non plus. Donc ça, c'est comment je migre un domaine. Et après, on recommence autant de fois qu'on veut, enfin autant de domaines qu'on veut migrer. Et à chaque fois, ça réduit le monolithe encore plus. Donc, voilà, c'est un process assez lent et compliqué quand même. C'est ce que j'allais te demander, puisque là, donc, t'as décrit un process qui est complexe, qui me semble, moi, faire sens dans le process. Du coup, pour un domaine, t'en as migré combien des domaines actuellement? Enfin, c'est quoi la volumétrie de domaines à prévoir? Enfin, sur toi, sur ta migration, ça a donné quoi? Alors nous, on n'était pas nombreux. Quand je disais on a commencé à 2, à un moment on était à 4, et là on est à 3. Donc c'était vraiment faible par rapport à la masse de travail, notamment la phase de refactoring qui prend beaucoup de temps. Et donc en fait là, à 4, ça a pris quasiment 2 ans pour migrer un domaine, et là on est à la fin. On est à la fin de la migration du premier domaine. Donc, c'est-à-dire que là, on est en phase de double lecture et on doit s'assurer que les deux sont bien synchronisés. Et en parallèle, on a commencé quand même le deuxième microservice, enfin le deuxième domaine. On commence à isoler, on commence à faire la phase de refactoring du deuxième, quoi. D'accord. Et t'as pas encore idée du nombre de domaines que t'auras à migrer vers la fin? Alors, on avait identifié une 12. Ok. Là, je fais mon chef de projet. Il y en a pour combien de temps, en fait? Ah ouais. Alors, en fait, par rapport au temps que ça a pris sur un domaine, on s'est dit, on va migrer les 2-3 plus critiques en termes de scalabilité. Ouais. Et après, on peut rester sur une version hybride, parce que ça marche très bien, hein, où t'as quelques microservices qui ont été sortis, et après t'as un monolithe quand même qui a quand même bien réduit. Ok. Voilà. Donc on va pas forcément aller jusqu'à 100% de la migration, jusqu'à détruire le monolithe, mais en tout cas on va sortir les domaines les plus critiques. Ok. Et je pense que après ce premier service, normalement on devrait mettre plus de ressources, c'est-à-dire doubler par exemple la taille de l'équipe, mettre un ops, parce qu'on avait aussi des problèmes d'organisation. Des fois, quand dans une entreprise qui a jamais fait de microservice, il n'y a pas de toolings niveau DevOps. Il y a plein de trucs qui manquent en fait. Oui. Donc on s'est pris pas mal de murs. Il y a eu par exemple des trucs où les DevOps étaient un peu sous-staffés comme nous, donc des fois on faisait un ticket, on attendait 3 jours dans le meilleur des cas. Donc des fois, en termes de delivery, c'était pas forcément l'idéal. Donc moi, ce que je préconiserais, ça serait déjà de mettre au moins 6 personnes quand tu fais une migration de ce type-là en dev, et que l'équipe soit autonome, c'est-à-dire que tu as aussi de la QA et du DevOps, mais au sein de l'équipe de migration, quoi. Pour que ça soit vraiment une espèce de start-up dans l'entreprise qui soit autonome et qui puisse aller vite. Donc voilà, ça c'est un peu le après coup, tu vois, au niveau de la prise de recul que j'ai, c'est un peu ça qui a manqué, je pense. Ok. Je vois. Si j'en reviens du coup à ton archi-cible, coup en termes de notion de microservice, tu parlais de splitter la partie data. Il me semble que la bonne pratique en microservice, c'est de pas avoir une base de données partagée, c'est d'avoir des bases par microservice. Vous êtes parti là-dessus du coup? Ouais. Alors oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Fais-moi rêver. Alors en fait, les microservices, ils ont une base individuelle pour eux, donc une petite base par microservice, mais en fait cette base-là, c'est que un modèle de lecture, enfin un modèle de query. C'est-à-dire qu'on a appliqué le pattern CQRS, c'est un pattern d'architecture. Alors CQRS, ça veut dire Command Query Responsibility Segregation. Donc en fait l'idée du CQRS, c'est de séparer le modèle d'écriture et le modèle de lecture, afin de pouvoir optimiser les deux modèles. C'est-à-dire que c'est vraiment des requirements. Ça y est, je sais plus parler français.
des prérequis. Ouais. Il y a vraiment des besoins différents en termes d'écriture et en termes de lecture. C'est-à-dire que quand tu as un seul modèle, si tu optimises l'écriture, tu vas perdre en perf de lecture. Et si tu optimises la lecture, tu vas perdre en perf d'écriture. Alors que là, le principe du CQRS, c'est vraiment d'avoir deux modèles séparés. Un qui va vraiment optimiser l'écriture. Genre, je fais que des ordres, des modifications sur mon système. Et un autre qui est là pour la lecture, c'est-à-dire on va juste délivrer des données, quoi. Par exemple, récupère-moi les 10 derniers contrats, des choses comme ça. Et donc, ce que je disais, c'était que les bases de données individuelles des microservices, c'est que des query modèles. Alors, tu vas me dire, où est-ce que le command model se trouve? En fait, le command model, ça va être un event store. Parce qu'en plus d'avoir mis le pattern CQRS, on a utilisé l'event sourcing. Donc l'event sourcing, ça consiste, au lieu de stocker un état d'un objet, on va stocker une série d'événements. On va stocker les événements eux-mêmes, en fait, et on va retrouver l'état de l'objet en relisant les événements. Donc on va uniquement se baser sur les événements pour prendre des décisions métiers. Et alors il y a pas mal d'avantages à l'event sourcing. Donc en fait, tu as un audit qui est vraiment gratuit, notamment dans le domaine du paiement, c'est vachement bien parce que tout est vraiment tracé. C'est vraiment une source de vérité, l'event store. C'est si c'est passé un truc, c'est dans l'event store. Si c'est pas dans l'event store, c'est que ça s'est pas passé, quoi. Donc et il y a d'autres avantages d'avoir ce pattern là, c'est-à-dire que je peux à n'importe quel moment je peux monter une nouvelle base et faire une nouvelle projection. Et alors ça va mettre un peu de temps à popper, mais ça va se mettre en place assez facilement. Donc je peux faire des modèles de lecture qui sont vraiment adaptés en fonction des requêtes que je vais avoir à faire. Et ça va pas impacter le modèle d'écriture, quoi. Tout à fait. Si vous voulez, en écoutant ça, s'il y a des gens que ça intéresse d'aller plus loin, il y a quelques mois sur le podcast, j'ai reçu un autre Frédéric, Jean Debien, qui faisait justement un long plaidoyer pour CQRS Event Sourcing, où il expliquait tous ces avantages-là de manière beaucoup plus détaillée que ce qu'on a le temps de faire là. Mais si ça vous intéresse, voilà, il y a plein d'autres ressources, et vraiment ça a pas l'air évident, mais ça vaut le coup. Il y a plein de liens super intéressants. Du coup, je t'ai coupé. Excuse-moi, je te laisse reprendre. Du coup, tu disais que vous avez mis en place un read model, des read models spécifiques pour les microservices et derrière un event store. Voilà, pour la partie commande modèle des microservices. Donc ça, en fait, c'est des trucs qu'on a mis en place avec Axon. On s'est basé sur la solution d'Axon, donc ça c'est assez bien intégré sur les applicatifs. On a Axon Framework et au niveau infrastructure, on a Axon Server, donc qui fournit un event store et des bus distribués d'événements, de commandes et de queries. Donc en fait, on a tout un espèce d'écosystème clé en main qui nous a permis de faire la V2 en nous affranchissant de pas mal de problématiques qu'on aurait rencontrées si on avait tout fait à la main, quoi. Donc pourquoi je parle de CQRS? Oui, parce que en fait, en termes de quand je parlais de l'interface au début, en fait, il faut vraiment dès le départ la penser en CQRS. C'est-à-dire quand on a fait la phase de refacto où on a mis une interface au-dessus du domaine, en fait, il faut déjà avoir pensé au CQRS, c'est-à-dire que l'interface, ça va vraiment isoler les écritures et les lectures. Et les écritures, ça va pas être du CRUD. Ça va être vraiment des intentions métiers. Oui. Donc là, en fait, quand tu pars d'un truc où tu as un objet JPA qui va faire déjà tu as un ID, tu vas faire un find by ID, tu récupères le truc, tu vas faire un .setField1, setField2, tu sais même pas ce que ça a fait, mais bon, ça a changé des champs. Ensuite, tu fais un save. Donc là, c'est du pur CRUD. Et ben, tu dois voir la tronche de ce code-là, tu dis qu'est-ce que ils ont vraiment voulu faire d'un point de vue métier. Et en fait, tu vas donner un nom de commande vraiment plus parlant avec une vraie intention métier derrière. Et tu vas même pas faire de lecture avant, c'est-à-dire que tu vas dire fais-moi ça, tu vas envoyer les paramètres avec l'ID
et t'as pas besoin de faire une lecture avant écriture, en fait. Oui. J'aime beaucoup cette approche-là. Il y a toujours le risque de tomber quand t'as une connaissance métier qui est pas assez mature de finir avec des commandes et des events machin modifier bidule, updater bidule, supprimer bidule. Alors non, une vraie intention métier, c'est paiement effectué, c'est truc ajouté au panier, c'est utilisateur en cours de, enfin voilà, c'est des vraies notions, des termes métiers que normalement un PO doit pouvoir comprendre quand il lit ça, quoi. Exactement, il faut pas tomber dans les travers de refaire du CRUD avec des événements parce que ça aurait aucun sens. Donc il faut vraiment que les commandes soient vraiment des intentions métiers qui ont du sens et que les événements reflètent vraiment le métier. Ouais. Donc ce que tu disais, c'est vraiment tu fais relire les événements à un PO, il voit exactement de quoi ça parle. Donc tout ça c'est super intéressant parce qu'en plus tu maîtrises beaucoup mieux ce qui se passe dans ton applicatif parce que tout est designé par les interactions métiers en fait. Ça c'est un truc que j'aime bien, que j'ai pas pu faire souvent, mais avoir parfois des sessions de pair programming avec le PO qui regarde ce que tu codes. Moi je l'ai déjà eu une fois, je me retrouvais avec une dépendance vers un repo dans je ne sais plus quelle tâche, et le PO nous dit mais pourquoi t'as besoin de persister tel truc ou de récupérer telle info, t'en as pas besoin. Et là on s'est dit ah mince. Ok, effectivement, on est en train de mettre une dépendance technique dont il n'y a pas besoin d'un point de vue métier, et ça a amené plein de questions, on a réfléchi, et c'est super cool du coup d'avoir des terminologies. Après c'est t'es pas rentré dans le détail de DDD, mais c'est le principe de l'ubiquitous language. Ouais. T'as un langage qui va être utilisé normalement dans ton code, t'as les mêmes termes qui sont utilisés par le métier, donc si t'as quelqu'un du métier qui voit certains bouts de code, il doit pouvoir comprendre pas tout ce que t'as codé, parce que chacun son métier, mais il doit pouvoir comprendre l'intention générale, et c'est hyper important de toujours revenir là-dessus. Je pense que tu l'as bien dit au départ, en tant que dev, en tant que tech, on aime bien faire des trucs techniques, mais à un moment, on est là pour rendre service à du métier, pas pour se faire plaisir sur de la migration. Il faut vraiment que ça soit au service du métier. Il faut vraiment que ça ait un sens métier et qu'on puisse, même 10 ans plus tard, sans forcément avoir de la doc, si on retrouve le code, on comprend ce que ça fait niveau métier, quoi. Normalement, oui. T'as pas détaillé un peu alors on va parler un tout petit peu d'Axon. La dernière fois c'était Frédéric Jean Debien qui était venu parler, il travaillait pour Axon. L'épisode est pas sponsorisé, mais il a été poussé par Axon parce que Axon il me pousse des gens sympas. Par contre c'est pas sponsor, on est libre de dire ce qu'on veut. Moi je viens plutôt d'une école .NET et j'ai jamais trop trouvé d'outils. Il y a quelques libres qui permettent de faire un peu de CQRS, des trucs comme ça, mais c'est jamais bien ouf. Moi je suis curieux, si tu peux vite fait en 2-3 mots, il y a quoi dans les produits Axon et sur quoi ça facilite le taf de mettre en place justement tout ce que t'as fait. Alors du coup il y a deux parties, comme je disais tout à l'heure, il y a Axon Framework et Axon Server. Donc si je pars sur Axon Server, en fait ça va te fournir toute l'infrastructure dont tu vas avoir besoin, donc un event store et les bus distribués, donc de commandes, d'événements et de queries. Donc dans ces trucs-là, tu vas avoir du routage qui va être fait, t'as plein de mécanismes qui sont déjà un peu clés en main. Mm-hmm. Sur l'event store, c'est un truc qui a été vraiment conçu comme un event store. Ils ont pas fait ça à partir d'une base de données autre. Donc c'est-à-dire que ils avaient vraiment un cahier des charges pour que ça fonctionne et que ça soit vraiment performant comme un event store, et en fonction de la charge, les performances restent linéaires, ça va pas augmenter par rapport au volume. Alors que si tu fais si tu utilises à la main, si tu fais un event store avec une base relationnelle ou même NoSQL, tu vas avoir des problèmes de perf, soit immédiatement, soit à cause du volume. Ok. Et en fait, ça, c'est vraiment il n'y a pas vraiment d'équivalent, en fait, dans ce qui se fait dans l'écosystème Java, en tout cas. Il n'y a pas vraiment de concurrent.
C'est pour ça qu'on est parti là-dessus. C'était vite comparé en fait quand il y a qu'un truc. C'était soit on refaisait tout à la main, soit on se basait sur cette solution-là. Et vu le nombre de personnes qu'on était et la charge de travail, je me sentais pas de faire des trucs à la main qui existaient déjà. Faut qu'on arrête de réinventer la roue systématiquement. Voilà, des fois, faut payer pour un outil, tu sais, une lib, un outil de dev. Ouais, mais vraiment, recompte ce que tu vas gagner derrière. Alors le framework, par contre, est open source, donc il est gratuit. Donc le framework, c'est une lib Java, du coup qu'on va intégrer dans les microservices, qui va nous faire un peu tout le câblage. Donc avec l'Axon Server. Alors on peut utiliser Action Framework sans utiliser Action Server. C'est-à-dire qu'il faut juste modifier les configurations, mais ça marche quand même hyper bien ensemble, c'est hyper bien intégré. Il n'y a pas grand-chose à faire en plus c'est assez bien intégré avec Spring Boot. Donc ceux qui sont déjà sur du Spring Boot, en fait, la conf elle est quasiment automagique. Il y a très très peu de choses à faire. Alors des fois c'est un peu un inconvénient parce que c'est tellement magique que des fois on sait pas trop comment ça marche. Une fois on a eu un problème sur la V2, c'est-à-dire que on n'avait pas de load balancer. En fait il y a une fonctionnalité au niveau des event processors. Donc les event processors c'est au niveau des query models. Donc c'est des listeners d'événements. Quand je récupère mon événement et je le projette mon événement dans mon query model. Donc là en fait nous on s'était aperçu qu'il y avait qu'une seule instance en fait qui récupérait les événements pour projeter ça dans le query model, alors qu'en fait on avait plusieurs instances et le truc se répartissait pas la charge. Et voilà, il y avait une option à activer dans la console d'Axon pour faire un auto load balancing sur les event processors. Donc c'est des trucs qui existent, mais voilà, il faut le savoir quoi. Donc il y a des fois, il faut quand même bien comprendre comment les trucs marchent. Les trucs magiques, c'est bien, mais voilà, il faut quand même bien maîtriser ce qu'on fait, quoi. Ouais, j'ai un collègue qui était passé dans le podcast il y a un an ou deux, qui avait sorti cette punchline, une des meilleures de toute l'histoire du podcast. Si c'est magique, c'est que t'as rien compris. Ouais. Si c'est vraiment trop magique, effectivement, c'est qu'il y a sûrement des trucs que t'as pas compris. Se méfier, si ça fait trop le café. Toujours se méfier. T'as détaillé plein de choses dans ce que tu disais. Il me semble que si j'essaie de faire le bilan un peu de tout ça, la partie la plus complexe, là je pense aux personnes qui ont envie ou le besoin de se lancer sur ce type de migration. La partie la plus complexe, la plus pénible pour toi, j'ai l'impression que c'était le refacto. Du coup, tu confirmes ou Ouais. Parce que sur la V2, on n'a pas vraiment eu de problème. Comme je te disais, c'était hyper bien intégré et c'est une solution qui marche vraiment bien. Enfin, à part les petits soucis que je t'ai dit tout à l'heure. Mais donc, en fait, même ça, c'était même un bonheur à coder. C'était vraiment hyper bien fait. Par contre, sur la V1, c'était vraiment très compliqué parce que on est dans un monolithe en spaghetti. Avec des tests qui sont plus ou moins bien faits, plus ou moins pertinents, parce qu'il y a aussi des tests qui ont pas de sens. En fait, tu sais pas ce que ça teste. J'ai connu ça aussi. Des trucs à refactorer, avec vraiment un truc qui entremêlé dans tous les sens. Et ça, c'était vraiment pour moi ce qui a été le plus long et le plus pénible. Déjà, la partie reverse engineering, donc comprendre le métier qui avait été perdu, voir les impacts d'un truc, parce que des fois dans un monolithe comme ça, en fait, tu modifies un truc, ça pète dans tous les sens partout, quoi. Et c'est beaucoup plus difficile de maîtriser ce qui se passe par rapport à quand t'es dans un microservice, t'as un scope beaucoup plus réduit. C'est beaucoup plus simple d'avoir une 100% couverture de test. Et tu peux mettre une petite équipe sur un microservice et les gens maîtrisent vraiment ce qu'ils font. Là, dans un gros monolithe, tu t'es un peu perdu dans un océan, quoi. Et tu modifies un truc et ça te pète à la tronche à chaque fois et tu sais pas ce qui se passe, quoi. Oui. Bah oui,
Normalement, ça doit parler à tous les devs qui nous écoutent, qui ont bossé sur des vieilles applis, enfin vieilles, même pas forcément très vieilles, mais ça finit. Il y a beaucoup d'applis qui finissent comme ça. Merci Frédéric pour ce gros retour d'expérience. J'ai envie de dire aussi bon courage par la suite parce que ça a pas l'air complètement fini. Est-ce que, je sais pas si tu communiques un peu là-dessus via un blog, sur des réseaux, sur des confs, si t'es présent sur les réseaux, s'il y a des gens qui sont curieux, qui ont envie de te poser des questions là-dessus, c'est faisable? Alors j'ai un LinkedIn pour ceux qui veulent aller voir. Ok. Le problème c'est que s'ils cherchent Frédéric Bouvet, il doit y en avoir plusieurs. Bah après je mettrai le bon lien dans la description pour te trouver si tu as des homonymes. Je mettrai ça. Sinon je suis pas trop présent sur Twitter, enfin je l'ai carrément supprimé mon compte, mais j'ai un mastodonte mais il y a pas grand monde dessus. C'est compliqué les réseaux en ce moment. On peut mettre le lien vers le mastodon, il y a pas de souci. Mais les réseaux, il y a une espèce de vague migratoire à droite à gauche en ce moment, c'est compliqué. Mais dans tous les cas, ouais, tu me donnes les liens que tu veux, je mettrai ça dans la description. Ça marche. Quant à vous qui nous avez écoutés jusqu'ici, eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, eh ben, geekez bien et codez bien.